Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'une série sur les nouveautés que Fujifilm nous a présentées cet été. Deux boîtiers, plusieurs optiques. Ici, dans cette série de vidéos, je me consacre vraiment aux deux boîtiers. Il y a une seule optique. J'ai déjà fait une vidéo sur le X-H2S. Pas vraiment le boîtier le plus adapté à ce que je fais habituellement, portrait mode. J'attendais vraiment avec impatience le X-H2 que voici, que j'ai pu vraiment tester pendant une semaine, 10 jours. Donc je pense pas pouvoir faire un test hyper complet, surtout je l'ai eu pendant une semaine où il a beaucoup plu, donc j'ai pas pu faire énormément de shooting avec, j'en ai fait deux et j'ai fait un mariage, ça c'est très intéressant. Je vais surtout vous donner mon sentiment sur cet appareil. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite évidemment à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne rater aucun nouveau contenu. Tu peux déjà mettre des pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Si ce X-H2 ou X-H2S ou quelque chose de la nouvelle génération Fujifilm t'intéresse, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse, tu peux directement réagir pendant cette vidéo. Si tu es intéressé par mon travail, que tu as envie de voir ce que je fais comme type de photo, eh bien je t'invite également à aller t'abonner à mon compte Instagram, le lien est juste ici en bas de la vidéo. Je poste des nouvelles photos tous les jours, story, réel, backstage, donc tu peux vraiment suivre mon quotidien de photographe pro, portrait et mode en me suivant sur Instagram, donc n'hésite pas à le faire également. Alors déjà c'est la gamme XH, donc on a une ergonomie qui est toute particulière avec une poignée qui est très agréable à utiliser, cet écran à cristaux liquides où on voit les différents réglages, l'écran ici orientable qui est ici et un viseur nouvelle génération qui est beaucoup plus défini et beaucoup plus lumineux que les anciennes générations comme le X-T4 par exemple. C'est exactement le même châssis que le X-H2S, donc si vous avez vu l'autre vidéo, il n'y a rien qui change d'ailleurs. Tous les accessoires comme la poignée grip sont compatibles avec l'un comme avec l'autre. Donc voilà, la poignée grip qui vous permet d'augmenter la capacité de votre batterie et donc l'autonomie de votre appareil et qui vous donne également un petit peu de pêche en mode boost sur des choses comme l'autofocus par exemple. Même si les boîtiers sont identiques, Fujifilm a d'abord présenté l'X-H2S avec un autofocus hyper nerveux et toujours un capteur à une résolution de 26 millions de pixels mais nouvelle génération empilée, ce qui explique aussi cette réactivité avec le nouveau processeur X-Processor 5. On est sur une autre philosophie ici. Moi, celle qui m'intéresse vraiment le plus en tant que photographe de portrait, c'est le X-H2. On a toujours le X-Processor 5 et on a un tout nouveau capteur également, mais d'une autre résolution qui est un 40 millions de pixels, donc de la haute résolution sur de la PSC, c'est très intéressant. À savoir que moi d'ailleurs j'étais tenté de passer à la gamme GFX, tellement je cherchais de la résolution. Pourtant je suis vraiment ravi de mon X-T4, mais je voulais plus de résolution dans ma pratique du portrait et de la mode. Et peut-être que celui-ci va répondre enfin, on va le voir dans ces vidéos, à mes attentes, puisque sur de la PSC, donc sur quelque chose encore de compact, on a du 40 millions de pixels. Alors c'est de la gros avantage d'avoir de la résolution, mais sur un aussi petit capteur, ça peut être aussi un danger, puisqu'une grosse densité de pixels peut par exemple amener plus de bruit, une moins bonne gestion des basses lumières, ça aussi, on le verra ensemble. On a le mode donc PSM, ça a fait couler beaucoup d'encre, que ce soit pour le X-H2 ou X-H2S. Donc on n'est pas sur l'ergonomie Fujifilm X, en tout cas Fujifilm X-T ou X Pro. Le X-H a pris le pari de prendre le PSM. Je pense que c'est vraiment pour attirer des personnes avertis, voire professionnels, dans le monde Fujifilm, qui puissent bénéficier des simulations de films, qui puissent bénéficier de la colorimétrie si particulière à Fujifilm, sans être rebutés par l'ergonomie qui est très différente des autres marques. Ici, on retrouve une ergonomie qui est identique à ce qu'on trouve dans les autres marques. Ça permet vraiment aux gens de rentrer dans la famille Fujifilm si c'était l'ergonomie qui les freinait. D'ailleurs, Fujifilm avait déjà appliqué cette stratégie plutôt pour les créateurs de contenu, les blogueurs, etc. et pour les photographes avertis mais non experts avec un boîtier milieu de gamme qui était le X1610 qui avait adapté la même stratégie pour pouvoir vraiment attirer des gens d'une autre marque vers Fujifilm mais dans une catégorie un peu plus basse, moyen de gamme. Ici, on est dans le très haut de gamme, dans ce que Fujifilm fait de mieux sur la gamme X. Et donc, ça va peut-être permettre à des professionnels ou des semi-pros de venir chez Fujifilm sans avoir peur de l'ergonomie. Comme je le disais en introduction, on va pas faire un test très labo de cet appareil photo. On va surtout voir ce qu'il a dans le ventre sur des shootings que j'ai réalisés. J'ai fait un mariage, j'ai fait 2 shooting modes avec et on va pouvoir vraiment se rendre compte de la qualité de ce 40 millions de pixels. Je l'ai évidemment comparé au
X-T4 qui est de l'ancienne génération. Je l'ai beaucoup plus comparé au X-T4 qu'au X-H2S parce que pour moi le X-H2S s'adresse complètement à un autre type de photographe et donc je ne pratique pas du portrait avec le X-H2S tandis que je pratique du portrait avec le X-T4. Donc c'était vraiment intéressant de comparer l'ancienne génération avec l'ancien capteur 26 millions de pixels et le X-Processor 5 avec cet appareil de nouvelle génération, 40 millions de pixels, nouvelle génération avec le X-Processor 5, non empilé. Le X-T4 également n'a pas de capteur empilé. C'est pour ça que c'est intéressant de les comparer. Je pense qu'ils sont plus proches tous les deux, en tout cas plus comparables que X-H2S et X-H2 paradoxalement. Allez, pour se rendre compte vraiment des résultats et de ce que j'ai fait avec ce X-H2, eh bien, le mieux à faire, c'est d'aller sur le PC et on va regarder ensemble le résultat des shootings avec ce X-H2. Ok, on va démarrer assez simple avec ma traditionnelle photo de la petite horloge, simplement pour déjà qu'on puisse constater de manière assez évidente le gain qu'on a quand on passe d'un 26 millions de pixels à un 40 millions de pixels avec cette petite photo. Donc si effectivement on zoome ici à gauche j'ai le X-T4, ici à droite j'ai le X-H2 et on va voir directement que on a quand même un petit peu plus de détails à droite. Donc ici voilà mon X-T4 et si je zoome là sur le X-H2 utilisé évidemment avec la même optique, le nouveau 56 mm 1.2 puisque c'est celui-là que je testais également en même temps, la vidéo va bientôt venir. Voilà, vous voyez quand même qu'on gagne énormément en détails à droite. Donc voilà, là on va pas s'éterniser non plus très longtemps, c'est l'évidence même, mais effectivement le 40 millions de pixels va vous apporter beaucoup plus de détails. On le voit ici à droite dans les chiffres, dans les lettres, tout est plus clair et pourtant on est vraiment sur un très très gros zoom, sur un très très petit objet, mais pourtant là on voit vraiment déjà une belle différence et donc bah, évidemment cette différence de détails du 40 millions de pixels, vous allez la voir sur toutes vos photos et en particularité chez moi sur le portrait et donc ça va permettre d'avoir une retouche qui est beaucoup plus précise et beaucoup plus fine sur la peau par exemple. Et donc maintenant on va quand même regarder des êtres humains avec deux photos ici prises d'océan, toujours dans les mêmes conditions avec la même optique, X-T4 à gauche, X-H2 à droite et là on va avoir plusieurs enseignements en fait là-dessus. Évidemment on va gagner du détail sur le X-H2 comme on l'a vu sur la petite horloge, donc si je zoome ici et que je zoome à gauche sur le X-T4 on va effectivement voir une différence. Vous voyez déjà ici on a quelque chose qui est un tout petit peu moins détaillé, un petit peu moins piqué à gauche plutôt qu'à droite. Tous les deux sont dans la même mode d'autofocus et voilà on voit que le X-H2 s'en sort quand même beaucoup mieux dans des conditions, je le répète, identiques avec la même optique. Donc effectivement moi si je vais devoir retravailler ma peau, si je vais devoir retravailler mon visage, eh bien j'aurai beaucoup plus facile de retoucher ici à droite parce que tous ces petits défauts là-bas, je vais pouvoir les enlever sans donner un effet aquarelle à ma photo ou un effet trop lissé sur la peau, ce qui risque de très vite arriver ici à gauche avec le X-T4. Avec le X-T4 je dois toujours être très précautionneux de faire ça. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais passer peut-être au moyen format GFX, c'était pour gagner ce détail-là. D'ailleurs je l'ai déjà pas mal répété dans mes tests GFX, et bien là, de la PSC, et pourtant le X-H2 répond parfaitement à mes attentes, énormément de détails dans la peau, énormément de détails dans les cheveux, bref, je peux retoucher mon portrait sans aucun problème. Mais ce n'est pas tout, les amis, ce n'est pas tout ce que nous apprend cette comparaison. Non, on a dans les mêmes conditions un processeur qui va pas traiter la photo de la même manière. On a les mêmes réglages, on a la même simulation de film, classique chrome des deux côtés, et pourtant, regardez les photos, on n'a pas du tout le même traitement de l'image. La balance des blancs est identique aussi également des deux côtés, et regardez comme c'est beaucoup plus jaune ici à gauche, plus terne, moins lumineux, les tons de peau sont beaucoup moins naturels qu'à droite avec le X-H2. Alors effectivement, ça ne me gênait pas quand j'avais que le X-T4, bien entendu, et puis je m'en sortais très 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 bien, mais quand on voit maintenant cette différence, on se dit quand même que le X-H2 apporte beaucoup plus de vérité au niveau des tons et des couleurs et de la transition des tons. J'ai beaucoup plus de détails de transition de la peau ici à droite sur mon X-H2 que sur le X-T4. Donc effectivement, là aussi, je suis gagnant par le traitement de l'image. Donc c'est important, ce nouveau couple capteur-processeur, X-Processor 5 et le nouveau capteur 40 millions de pixels, eh bien, il traite l'image de meilleure manière et de façon plus réaliste, plus détaillée, meilleure couleur et plus précis dans les tons. Donc voilà, si on regarde les photos de manière globale, les deux photos sont bonnes, elles sont identiques. On a évidemment le même effet bokeh assez sympathique du XF56, on y reviendra dans mon test. Et si je n'avais pas cette photo-là à droite, à gauche, ça me suffit
largement. J'ai une bonne photo qui réussit, je peux appliquer mes presets dessus, je peux faire mes micro-réglages et j'aurai une excellente photo. D'ailleurs, toutes les photos que vous trouvez sur mon compte Instagram sont faites pratiquement toutes au X-T4 et j'en suis hyper satisfait. Mais maintenant, quand on voit ça, je sais que je peux pousser le curseur un peu plus loin avec le XH2 ici à droite parce que je vais pouvoir vraiment encore un peu plus m'amuser sur la post-production et vraiment avoir une photo qui est à la fois très très bien retouchée, mais à la fois qui restera beaucoup plus naturel. Donc voilà, et aussi le gros avantage de ce couple processeur-capteur. Faut savoir que la détection du visage, de l'œil et tout est meilleure, et je pense que la compréhension générale de la scène, vu qu'on a un processeur qui est plus puissant, est meilleure sur le XH2 que sur le XT4. C'est tout à fait normal. Il y a quelques années de différence entre les deux. C'est normal qu'il y ait de l'amélioration, mais elle est là et elle est vraiment visible. Donc effectivement, le détail, bon ça, c'était la moindre des choses quand on double pratiquement le nombre de pixels, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est le traitement des tons, de la lumière et des couleurs, où là vraiment on passe à autre chose sur le XH2 et ça fait vraiment plaisir à voir. Autre comparaison maintenant dans une autre condition de lumière qui est complètement en backlight cette fois-ci. Donc on sait bien que ce sont des conditions qui sont relativement difficiles à gérer pour tout appareil, déjà pour certaines optiques. Donc il faut savoir aussi que cette série de photos, je l'ai réutilisée dans mon test du 56 mm. On y reviendra, là c'est pas le sujet. Mais elle était aussi intéressante sur le sujet, sur le XH2. Encore une fois, on a des photos qui sont prises dans les mêmes conditions de lumière. Et pourtant, on va voir qu'on n'a pas la même chose, on a les mêmes réglages, la scène a été prise à quelques secondes d'intervalle, et pourtant on voit que les appareils ne réagissent pas du tout de la même manière, au niveau en tout cas de leur exposition, ça c'est assez impressionnant. À gauche, on a le XT4, à droite, on a le XH2. Déjà, on voit que dans le backlight, le XT4 a vraiment du mal à bien gérer le backlight. Ici, on le voit en haut à gauche, on a cette sorte de barre là comme ça, que je ne sais pas d'où elle sort, et puis on a ce halo de lumière là-bas. Étant donné qu'on a utilisé la même optique sur les deux, le problème ne vient pas de l'optique, il vient clairement du boîtier qui a du mal à gérer ce backlight. En tout cas, l'ancien capteur processeur a un peu du mal dans ces conditions de lumière-là. Pourtant, c'est un rendu que j'adore et que j'utilise beaucoup avec le XT4, donc c'est pas mauvais. Le XT4 reste un appareil excellent, mais maintenant on va voir ce que le XH2 est capable de faire. On voit qu'il gère beaucoup mieux le backlight, on a plus halo de lumière qui est assez embêtant, et surtout il expose beaucoup mieux mon sujet, alors que la mesure d'exposition est la même sur les deux. Il expose beaucoup mieux mon sujet et la scène de manière générale qu'à gauche avec le XT4. Et alors effectivement on va gagner aussi en détail si je vais zoomer sur les deux visages là-bas, et pourtant je pense qu'il est en détection de l'œil là-bas, donc il n'est pas aidé le XH2 là parce qu'il y a les cheveux qui passent devant. Pourtant effectivement j'ai beaucoup plus de détails. Encore une fois on va constater comme précédemment qu'on a beaucoup plus de palettes de tons et de couleurs dans la peau de mon modèle sur le XH2 que sur le XT4 où c'est pratiquement monotone, et donc on va devoir peut-être un peu plus retoucher la peau et risquer justement de donner un effet trop retouché. Là j'ai beaucoup plus de détails, mais surtout j'ai une peau plus naturelle dans les tons, etc. Parce qu'encore une fois le processeur et le capteur gèrent mieux ça. Je pense qu'encore une fois, comme je le dis, c'est la compréhension générale de la scène par le processeur qui est meilleure et qui donc va mieux régler le problème du backlight et de tout ce qui pourrait arriver comme type de problème en fait qu'un capteur et qu'un processeur pourrait rencontrer. Sur ce shooting-là également, je voulais montrer juste une seule photo. Là par contre, pas de la comparaison avec le XT4, mais pour voir aussi ce que ce XH2 est vraiment capable de rendre. Donc là, il y a une photo plein soleil, elle était face soleil, et je suis en priorité ouverture, et donc j'ai laissé l'appareil gérer tout le reste. Donc je suis en pleine ouverture, en 1.2. J'ai laissé l'appareil gérer tout le reste, et on voit vraiment que, encore une fois, la compréhension de la scène, elle est parfaite, puisqu'on a un sujet qui n'est pas trop exposé, on a l'arrière-plan qui est parfaitement exposé, on a quelque chose qui est vraiment joli. Je vous dis, moi je n'ai juste réglé que mon ouverture, et j'ai laissé l'appareil travailler tout seul, et voilà le résultat brut, sans rien, donc sans aucune retouche. On a une photo qui est évidemment très détaillée, regardez, c'est quand même assez impressionnant, et voilà, ça c'est le fait d'avoir autant de résolution sur un capteur qui est quand même assez petit, mais autant de résolution, ce qui permet d'avoir vraiment ce détail, mais c'est surtout cette dynamique depuis le début. Vraiment, je pense que le terme, c'est la dynamique. On a un appareil qui comprend mieux et qui gère mieux sa plage dynamique, que ce soit au niveau lumière ou couleur, et ça se voit encore ici. La scène est tellement bien gérée. On a, regardez, le ciel comme il est exposé, il est parfaitement exposé, les bleus, tout en gardant le modèle exposé aussi de manière parfaitement. Donc là, c'est vraiment
vraiment bien. Souvent, avec le X-T4, dans ce genre de scène, il allait essayer d'exposer au mieux le modèle et on allait avoir certainement un arrière-plan un peu sous-ex. Ce qui n'est pas le cas du tout. Si on retourne d'ailleurs sur les photos backlight ici, si on revient là, c'est un peu le même principe. Là aussi, le XH2 a bien compris la scène, il a bien exposé le sujet sans cramer toute la photo, ce que le XT4 fait généralement s'il doit surexposer le sujet. Donc voilà, encore une fois, cette dynamique, cette compréhension de la scène, elle est parfaite et dans le milieu du portrait et de la mode, c'est un bonheur d'utiliser un appareil qui va aussi bien comprendre son environnement et aussi bien gérer les lumières et les couleurs. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la sensibilité ISO. Et là, c'est vraiment quelque chose sur lequel je l'attendais, puisque vous connaissez certainement la règle si vous vous intéressez à la photo. Plus de pixels, plus de densité de pixels sur un capteur de même taille va générer normalement plus de bruit. Alors on va voir comment ce capteur à 40 millions de pixels, je le répète encore sur un capteur qui est de la même taille que le 26 millions de l'ancienne génération, va gérer la haute sensibilité, puisque effectivement il a en principe des photosites qui sont plus petits et donc qui ont du mal certainement à avaler la lumière, en tout cas dans des conditions de lumière basse. Ici à gauche on a le X-T4 et ici à droite on a le XH2. Je ne sais même pas si je dois encore vous le préciser, puisqu'on retrouve encore le même problème déjà de couleur sans aller analyser le bruit. C'est que, encore une fois, regardez sur le XH2, dans les mêmes conditions, donc ici on est en 1600 ISO et on a exactement les mêmes réglages boîtier. À droite, on a notre XH2 qui a 1000 fois mieux géré toutes les lumières, même à l'arrière, je trouve, qui a aussi très très bien géré la peau, les détails de l'ombre, tout est bien géré et on a encore une fois toutes les palettes de couleurs et de tons, donc une dynamique qui est vraiment très très bonne. Ici à droite sur le XH2 par rapport à gauche au XT4 et pourtant en haute sensibilité, et on sait généralement que les capteurs et les appareils photo numériques perdent en dynamique quand ils montent en sensibilité. Et bien là en tout cas le XH2 s'en sort mieux que le XT4 encore en haute sensibilité. Alors ce qui nous intéresse également c'est de voir comment il gère le bruit, donc on va zoomer. Je vous rappelle qu'on est en 1600 ISO sur les deux boîtiers, ici à droite, donc on va laisser charger jusqu'au bout, toujours le XH2, et ici à gauche on a le XT4. Là aussi, alors on a du bruit sur les deux, effectivement, on est sur du 1600 ISO dans de mauvaises conditions de lumière, c'était vraiment fait exprès. Là on a encore vraiment une preuve que le XH2 s'en sort mieux. Il s'est bruité des deux côtés, mais j'ai une photo que je peux vraiment réexploiter sur le XH2, vous voyez, encore une fois, parce que je garde du détail. Regardez ici dans les cheveux, regardez la palette de tons et de couleurs dans les cheveux du modèle, dans le cou, sur le visage, même ici, on voit ici les petits défauts de peau qui apparaissent encore sur le XH2, sur le XT4, on perd tout ça. C'est beaucoup moins exploitable. Donc je sais que je vais pouvoir travailler peut-être même avec un plugin de réduction du bruit. Je pense que les outils de réduction du bruit vont être plus efficaces sur le XH2 plutôt que sur le XT4, simplement parce que plus on a de détails, plus ces outils vont moins dégrader la photo. On a vraiment quelque chose qui est encore vraiment exploitable. Regardez la différence quand même entre les deux dans les mêmes conditions, c'est plus le même appareil, quoi. Donc on y gagne encore. Le capteur évidemment à 40 millions de pixels, donc ça provoque du bruit nécessairement, mais alors je pense que derrière le processeur fonctionne super bien pour pouvoir garder du détail un maximum et garder cette dynamique au niveau de la lumière et des couleurs. Donc on a vraiment ce processeur qui travaille sur la dynamique et sur le rendu à manière à 100%, et je pense que les ressources processeurs sont vraiment axées là-dessus, alors que sur le XH2S par exemple, petite parenthèse, ce même processeur travaille beaucoup plus sur l'autofocus. Et voilà pourquoi ces deux appareils ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Mais on a vraiment un super résultat dans toutes les conditions de lumière, encore une fois. Et ça, c'est vraiment agréable à constater. Alors une dernière chose que je voulais vous montrer, là c'est plus pour la parenthèse qu'autre chose, mais ce XH2 a été clairement critiqué pour son autofocus, parce que pour moi à tort comparé au XH2S justement, qui lui est fait pour l'autofocus. Et j'ai entendu des choses d'un autofocus désastreux, des choses comme ça, etc. Je parle de l'autofocus continu, bien entendu. Alors effectivement, c'est pas le meilleur autofocus continu du monde et on ne remarque pas une énorme différence avec le XT4, bien que j'ai l'impression, mais là c'est vraiment juste une impression, qu'en utilisant la poignée grip et que vous le mettez sur boost, donc là il y a un mode sur les poignées grip Fujifilm qui permet en fait de booster les performances de l'appareil photo, et bien j'ai l'impression que l'autofocus suivi est meilleur, à confirmer quand même, peut-être que Fujifilm pourrait le confirmer ou pas. J'ai pas fait de
tests vraiment assez approfondis pour le prouver, mais en tout cas, j'ai vraiment cette impression. Et j'ai fait une petite, ici vous voyez une petite séquence comme ça d'autofocus continu où j'ai laissé l'appareil photogéré en plus avec le fameux 56 mm 1.2. Donc pour vous dire, il n'y avait rien de bon là-dedans pour aider l'appareil à avoir un bon autofocus suivi. Et pourtant, on voit que l'appareil a suivi vraiment pas mal. D'ailleurs, on a du net tout le temps. Donc là, on parle bien du XH2. Bon, effectivement, on n'est pas sûr. Là, il la perd. Vous voyez, il l'a perdu sur la fin. Ouais, là, ça n'a plus rien à voir. Donc, on a vraiment les dernières photos qui ont été ratées, mais on a quand même pratiquement toute la séquence qui est nette. Donc, dire que le XH2 est mauvais en autofocus continu, c'est pas le meilleur du marché, clairement, mais on l'achète pas pour ça. Je voulais juste le montrer ici sur cette petite photo. Voilà, vous avez pu constater vraiment dans cette vidéo que c'est un appareil qui est assez fabuleux pour moi. Il a été énormément critiqué pour son autofocus, mais en gros, on s'en fout. Il a un excellent autofocus AFS et c'est ce qu'on lui demande à ce XH2. On ne lui demande pas de faire de la Formule 1 ou de la photo de sport ou animalière. Pour ça, il y a le XH2S. Foncez là-dessus, c'est ce que vous voulez faire. Si vous faites du portrait comme moi, eh bien là, vous aurez quelque chose de magnifique, quelque chose vraiment avec un rendu incroyable, que ce soit comme on l'a vu, en dynamique, en couleur, en montée ISO et bien entendu en résolution, et ce qui va vous permettre vraiment de retravailler votre photo de manière très fine, d'avoir une belle photo après l'édition sans avoir un effet aquarelle ou trop retouché, puisque vous pourrez vraiment aller dans le détail. Ce 40 millions de pixels vraiment change la donne pour moi sur la gamme Fujifilm. Il va certainement être décliné sur plusieurs boîtiers. Il faut certainement un nouveau XT5 avec le 40 millions de pixels et le même capteur. Donc si vous êtes un petit peu déçu par l'ergonomie PASM du XH2, ne vous tracassez pas, il y aura des appareils photo avec l'ergonomie Fujifilm et le nouveau capteur 40 millions de pixels et le X35 qui vont sortir. Donc voilà, il suffira alors d'attendre un petit peu. J'ai bien aimé en tout cas la prise en main. L'ergonomie ne me dérange pas tant que ça, mais la prise en main était vraiment intéressante. Dites-moi en commentaire si cet appareil vous intéresse, si vous préférez attendre le XT5, si vous préférez attendre un nouveau X Pro, pourquoi pas, ou la gamme GFX. Bref, dites-moi en commentaire si cet appareil a fait bouger les lignes en tout cas, ou si eh bien, vous êtes très content avec votre ancienne génération, ou vous n'avez pas envie de switcher de marque, que celui-ci ne vous a pas hypé. En tout cas, moi, il m'a vraiment hypé. Je pense même que je peux me contenter de ça et ne pas passer à la gamme GFX. Fujifilm a peut-être vraiment sorti l'appareil avec le capteur et le processeur qu'il me fallait dans ma pratique. Merci en tout cas beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à réagir en commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait, à mettre des pouces bleus sur cette vidéo et surtout aussi allez voir mon compte Instagram. Comme ça, vous allez voir mon travail au quotidien, story, reels, publications quotidiennes et je réponds également aux messages sur Instagram. Merci beaucoup, on se retrouve très vite pour d'autres contenus. Salut!